On est de retour avec un nouveau top 10. On a commencé par des classiques. Par contre, pour celui-là, on s'est creusé un petit peu plus la tête. Des fois, je pense on va dire des bêtises parce qu'on a mis du temps à faire tout ça, mais on s'est rendu compte que le travail était manichéen. Voilà, j'ai envie de sortir une belle phrase pour commencer. Et donc, je ne suis pas tout seul à avoir réfléchi, puisqu'il y a Jérémy Sakian, le dessinateur fou, qui est en train de dessiner sur des feuilles juste à côté. Salut à tous. Et manichéen, c'est pas une très belle phrase, c'est juste un très beau mot. Hein. Non, mais toute la phrase. Toute la phrase. Voilà, un top 10 qui commence bien. Hein. Oui, bon, c'est vrai. Rémi. Bonjour Rémi, ça va ? Bonjour Johan, ça va et toi ? Oui, ça va très bien. Écoute, pas sûr de mon top 10, on va pas se mentir. Pas sur mais le bon, mien non plus. On a fait ce petit concept pendant les fêtes de fin d'année. On va continuer de vous donner encore plus de plaisir de temps en temps avec ces top 10. On a fait du classique. Cette fois-ci, le thème du top 10... Je fais pas trop suspense. Ce sont les meilleurs rebondissements du 21e siècle. Là, tu m'envoies des insultes par écrit pendant que tu es en train de parler. Tout va bien. Super, j'adore cette intro. Ça commence super bien. Donc, les meilleurs rebondissements du 21e siècle, les moments de course où tout a été bousculé en un jour, peut-être plusieurs jours. Voilà. C'est le problème en fait. Ouais, c'est Parce ça. En fait, personne n'est parti de la même façon, ce qu'il faut dire déjà. Oui, mais ça, on en parlera juste après le jingle pour commencer ce premier top 10 de la saison 2. Jérémy, parce qu'on n'arrivera jamais à faire ce podcast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que des numéros 10 dans ma team. Je lui ai mis un 10 sur 10. On a pris l'habitude aussi dans nos top 10, outre les intros un petit peu longues et rigolotes, c'est aussi de poser des questions juste avant. Tu le sais, ça Jérémy, tu te souviens ? Ah oui, je me souviens, mais là, je suis pas prêt. J'ai pas vu de questions dans le drive. C'est normal, je les ai pas mises parce que je voulais pas que vous... Il veut te surprendre. Ouais, non, je voulais pas que vous puissiez voir mon top 10. Donc la première qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'il faut à tout prix que ce soit une course par étape pour parler de rebondissement dans une course ? Jérémy. Bonne question, très bonne question. Je t'aurais dit oui il y a 2 heures et maintenant je viens de revoir le top 10 que j'ai préparé la semaine dernière et finalement j'ai 2 courses d'un jour, donc ce sera non. Oui, pour moi aussi c'est la même chose, ça a changé un petit peu, on va dire. Bon, pour tout le monde à peu près il y a 5 minutes. Parce que c'est vrai que c'est difficile de parler de rebondissement. Souvent on parle, voilà, quelqu'un qui a pris 3 minutes d'avance et qui finalement a été retourné par un coureur ou alors a été mis en difficulté. Du coup, un coureur en a profité. Rémi, du coup, toi quand tu as fait ton top 10, tu as pensé à ça ? Moi j'ai pensé que course par étape. D'ailleurs au début je suis même parti sur grand tour uniquement parce que je pensais qu'on avait dit ça. Non mais on pas dit beaucoup de bêtises mais voilà, on n'a pas dit ça. Pas du tout. Donc du coup j'ai transformé une première fois en rajoutant des courses par étape d'une semaine, même si c'est moins, à mon sens, moins fort parce que déjà au niveau du palmarès. Et puis après, est venu, c'est vrai, les courses d'un jour parce que oui, c'est vrai que les rebondissements, ça marche dans tout en fait. Un mec qui a pris 3 minutes sur la côte précédente et qui va gagner, c'est tout aussi bien qu'un mec qui a pris 3 minutes sur une étape de montagne mais qui gagne au final. C'est vrai. On aura quelques exemples, je pense, dans le top 10. Il y a aussi autre chose. Je pensais à cette petite chose aussi. Une chute ou un fait mécanique, ça rentre aussi dans les rebondissements, ces faits de course comme ça, Jérémy, plutôt que de regarder de plus près ta feuille. Oui, ça peut compter. Tout compte, hein, d'une manière globale, c'est la dramaturgie. Ça compte bien quand même, de savoir qu'un mec a gagné, tu vois, un rebondissement par rapport à un gars qui tombe dans une descente. Est-ce que tu penses que ça fait partie de la... oui, mais c'est un rebondissement. Je vais pas me spoiler. J'ai effectivement ce scénario-là dans mon top 10. Maintenant, c'est tout un ensemble. C'est une dramaturgie, c'est un ressenti sur le moment et les souvenirs que ça en laisse. Donc, tout compte. Mais effectivement, c'est pas l'enjeu majeur de savoir qu'un coureur est tombé ou pas. C'est vraiment de savoir si nous, on a été touchés, on a été bouleversés par ce scénario-là. Et puis la dernière question, ça sera pour Rémi. Les chronos, tiens, toi qui as fait les grands tours, c'est source de rebondissement à balle, pour avoir regardé un petit peu. Ouais, et d'ailleurs, des fois, c'est un peu compliqué. De dire que c'est un rebondissement ? Ouais. En fait, ça dépend des circonstances. Quand t'as un mec qui est vraiment meilleur en chrono que l'autre, ça n'a aucun sens. Si t'as 45 secondes d'avance avant un chrono de 50 km, que tu t'appelles Andy Schleck et que tu joues contre Pogacar ou Contador,
Bon, On a bien voulu voir ça, ça aurait été bien, il aurait pris 8 minutes. Donc je les ai comptés, mais je les ai vraiment moins comptés. Il y a un scénario où il y a ce cas de figure, mais qui est assez haut, mais parce qu'il y a tout un ensemble derrière en fait. Allez, on va commencer notre top 10 avec la 10e place pour Jérémy. 10e place pour Remco Evenepoel sur la Classica San Sebastian 2019. Rémi, ta 10e place. Daniel Martinez sur le Critérium du Dauphiné 2020. Ah, je l'avais noté aussi. Et pour moi, ça sera Arnaud Démare, Milan-San Remo 2016. On va faire parler un petit peu dans ce top 10. Jérémy, vas-y, pour toi, pourquoi 10e et parle-nous un petit peu de ce rebondissement. Pourquoi 10e ? Parce que c'est pas non plus un rebondissement spectaculaire, déjà parce que c'est sur une journée, donc on n'a pas forcément eu le temps de s'habituer à une domination d'un coureur qui se serait écroulé ensuite. Pour rappeler très rapidement les faits, c'est une des premières courses, je crois même, c'était la première course World Tour de Remco Evenepoel. Il court avec la Quick Step qui sort d'un Tour de France incroyable avec Julien Alaphilippe, et donc forcément on pointe Julien Alaphilippe comme l'un des prétendants. Finalement Julien n'est pas du tout dans l'allure, il finit même par abandonner, on apprend son abandon à 90-100 km de l'arrivée, et au moment de la prise d'antenne on voit que Remco Evenepoel est en difficulté et lâché dans l'une des premières ascensions du final. Et à l'arrivée, il se remobilise et c'est lui qui gagne en solitaire devant le peloton, devant tous les favoris. Donc voilà, pour premier rebondissement, on rentre tranquillement dans ce top 10 avec l'une des futures pépites du cyclisme qui peut-être en annonce d'autres. Rémi, pour toi, ta 10e place, raconte-nous un petit peu ce rebondissement. Daniel Martinez au matin du dernier jour du Dauphiné. Retour Covid, bien sûr. On est quelques semaines avant le Tour de France. On est au mois d'août, ça n'a aucun sens. On a un Primož Roglič en jaune qui donc abandonne à l'issue de l'avant-dernière étape et qui donc ne repart pas le lendemain. On a un Thibaut Pinot qui a l'air en feu, qui est deuxième du général et qui semble avoir course gagnée. Et puis cette dernière étape un petit peu folle où ça part dans tous les sens et où Martinez fait tout péter à plusieurs reprises au point de faire lâcher Thibaut Pinot, de faire lâcher Guillaume Martin et d'aller dans chercher la tête surtout Thibaut Pinot qui jette son bidon et tout, je me rappelle de ce moment-là. Il a fait complètement craquer Pinot et puis il finit avec je sais plus 30 secondes d'avance au général à peu près. Il y avait que Sepp Kuss qui était meilleur que lui ce jour-là parce que c'est lui qui gagne, Martinez fait 2. Mais voilà, il a complètement renversé le truc alors qu'on ne l'attendait pas du tout. Les écarts n'étaient pas conséquents non plus, mais voilà, il n'était absolument pas attendu. Normalement, c'était Pinot qui devait gagner ce tour, ce critérium. Et pour moi, Arnaud Démare, Milan-San Remo 2016, parce que vous savez, on en a parlé beaucoup pour les suiveurs de cyclisme avec ces pépins techniques, mécaniques, à quelques encablures de l'arrivée. Bon, c'était pas non plus à 10 km de l'arrivée, mais voilà, il y a un petit pépin technique, on ne sait pas où il est, il revient et finalement, bim, il gagne. Il n'y a que les méchants qui disent ça, que il a pris... Les Italiens plutôt. Les Italiens, ouais. Ouais, mais certains ça comme synonyme. Qu'il a tranquillement, il s'est tranquillement agrippé à une voiture pour reprendre le peloton et rattraper un petit peu tout ce beau monde avant le Poggio. Donc voilà, c'est mon petit rebondissement du jour pour Arnaud Démare, c'est ma wildcard pour Arnaud, le petit Français qui a gagné Milan-San Remo, un monument. On n'avait plus gagné depuis je sais pas combien de temps d'ailleurs. Jalabert 97. Voilà, franchement, j'ai balancé ça comme ça, mais comme j'ai pas la date en tête, je préfère la patate chaude. Je préfère rien dire. 9e place, Jérémy. 9e place, c'est aussi une course d'un jour et ce sera la deuxième et dernière de mon top 10. C'est la victoire de Mads Pedersen au Mondial 2019 à Harrogate. Ah, Mads Pedersen, donc on reste sur les courses d'un jour. Rémi ? C'est la victoire de Nibali au Giro 2016. Que j'ai plus haut, moi. Et puis pour moi, ça sera la victoire d'un autre Italien, Fabio Aru, sur la Vuelta 2015 pour le mention, celui-là. Rebondissement. Ouais, pour moi, il toque à la porte, tu vois, du top 10 celui-là. Il était 11e. Aru a beaucoup tapé à la porte des top 10. Ouais, exactement. Puis après, il a disparu. Et maintenant, il fait même plus de cyclisme pro. Jérémy, vas-y, raconte-nous. La victoire de Pedersen, je pense qu'on qui était dans les mentions aussi, d'ailleurs. Ouais, on connaissait ce coureur-là parce qu'il avait fait déjà 2 du Ronde.
Mais on a tous été surpris de le voir battre Matteo Trentin, c'était l'événement du jour. Faut pas oublier qu'à 15 bornes de l'arrivée, le grand favori, c'est Mathieu Van Der Poel qui est dans ce groupe-là, qui explose complètement en vol, fringale incroyable. Ça, c'était déjà inattendu, premier rebondissement. Julien Alaphilippe était frigorifié dans le groupe des battus, ça aussi, on ne s'y attendait pas forcément. Et puis derrière, tapis rouge pour la Squadra Azzurra, il y a Moscone qui emmène Trentin sur un plateau. Et il se fait battre au sprint. Donc pour tout ça, pour ce scénario, pour cette intensité, Mats Pedersen. Oui, c'est vrai. Moi, j'y ai pensé. C'était noté aussi dans mes rebondissements. Ce Mats Pedersen qui bat à la surprise générale Matteo Trentin. Puis après, on a vu qu'il était plutôt pas mal, le Danois, notamment en sprint. Finalement, aujourd'hui, si on fait disputer 10 sprints à Pedersen et Trentin, je pense que Pedersen en gagne au moins 9. Oui, je suis d'accord. Rémi, pour ton rebondissement que j'ai plus haut, mais ce Giro 2016... Eh bien, j'ai envie de dire pas fantastique, mais en tout cas, cette fin était incroyable. Fin incroyable, oui. Nibali, il a 3 minutes de retard sur Kruijswijk après la 18e étape. Voie royale, normalement, pour ce bon vieux Steven. On se dit qu'enfin, il va gagner. Qui craque jamais, surtout parce qu'on le connaissait moyennement et on le voit monstrueux tous les jours. C'est ça, il est solide et puis il explose complètement sur la route de Risoul. Nibali fait un énorme numéro et gagne. Kruijswijk craque complètement, il tombe en descente. Dans la neige, c'est avec Zacharine, incroyable. Ouais. Et il prend pas le maillot ce jour-là, Nibali, parce que c'est un rebondissement en deux temps. C'est Chavez qui prend le maillot et le lendemain, il va encore. Alors il gagne pas l'étape, il finit 5 ou 6, mais il lâche encore tout le monde et il prend le maillot en deux temps. Et puis il va gagner son Giro du grand Nibali. Ouais, c'était incroyable. C'est surtout que pour Steven Kruijswijk, il a terminé son Giro, en tout cas ses espérances de victoire dans la neige. Je crois qu'il fait 4e ou 5e derrière, battu par Valverde, 4e, je crois, Valverde qui fait podium. Il me semble qu'il fait 4. Donc voilà, on voyait tous le Néerlandais gagner et finalement on a eu le droit à un Nibali des grands jours qui a été incroyable sur ce Giro. Et pour moi, du coup, c'est l'un de ses compatriotes, l'un aussi de ses anciens équipiers, Fabio Aru, Vuelta 2015. Il est plus bas parce que, en fait, je vais expliquer, à la veille de l'arrivée, c'est Tom Dumoulin qui a ce maillot rouge et il n'a que 6 secondes d'avance sur Fabio Aru. Et cette dernière étape, c'est n'importe quoi parce qu'il y en a de partout, tout le monde attaque Dumoulin, c'est tout le monde contre Dumoulin. Et finalement, le Néerlandais, il craque complètement, il prend 4 minutes, il finit 4, 5 ou 6 sixième, ouais. Voilà, c'est un truc de fou alors qu'il était maillot rouge à la veille de l'arrivée. Et donc voilà, c'est un rebondissement. Il n'y a pas beaucoup d'écart, mais c'était un rebondissement incroyable où on voyait Tom Dumoulin, pourquoi pas remporter un grand tour, on ne le connaissait pas aussi fort à ce moment-là. Et puis finalement, on a Fabio Aru. Et après, Fabio Aru. Grosse équipe Astana. Grosse tactique sur cette étape. Ouais, qui était un peu incroyable. Je m'en souviens avec Joaquim Rodriguez et tout. Il y en avait de partout sur cette étape. Et finalement, pour la victoire de Fabio Aru, qui a combien de grands tours derrière ? 0. Merci beaucoup. Heureusement que je suis, parce que Ramiro Santos était parti dans ses souvenirs de Rui Costa. Je suis subjugué par tes dessins. Tu dessines très bien, Jérémy Saïki, en plus d'imiter parfaitement bien aussi de grands noms du sport. Et que du sport, je crois qu'on a eu. Que du sport. Que du sport. Que du sport. Allez, la 8e place, mon Jérémy. C'est le Giro 2016, Kruijswijk, Nibali. Très bien. Rémi ? Marc Soler sur Paris-Nice 2018. Marc Soler sur Paris-Nice 2018. Et pour moi, c'est Andoru Talanski, Dauphiné 2014, qui est à la 8e place. J'ai l'impression que c'est un peu n'importe quoi le classement. Et tout est... Non, c'est cohérent. Regarde, le Giro 2016, Rémi l'a mis 9, moi je l'ai mis 8. Moi. Et là, tu mets le Dauphiné 8 et moi je l'ai 7. Très bien. Bon, alors, est-ce que tu as pas grand-chose à rajouter ? Rien à rajouter, tout a été dit. Tout a été dit, la neige, etc. et tout. Du coup... Rémi, on va plutôt passer par toi. Vas-y, explique-nous. Marc Soler, Paris-Nice, me souviens très bien. Paris-Nice 2018. Et C'était Yates qui était. C'était Yates qui était leader après la Colmiane où Soler prend 46 secondes, il tombe du podium. Il était 3e derrière Alaphilippe. C'est pas fait trop mal ? Je sais pas, j'en sais rien. Mais a priori, ça allait le lendemain. Puis cette dernière étape complètement folle, l'arrivée sur Nice et je crois qu'il suit Fraile et. De la Cruz et De la Cruz. Je crois que c'est De la Cruz. Et De la Cruz qui gagne l'étape. Qui gagne, c'est pour ça. Ouais. Voilà, lui il finit à 3 secondes puisqu'il n'a pas les cannes pour aller jouer le sprint. Mais derrière, ça s'entend pas du tout entre les Wellens, les Yates et compagnie. Normalement, il n'est pas censé remonter de la 6e à la première place. Et puis, si. Il reprend 38 secondes, je crois, et puis il finit avec 4 secondes d'avance au général. C'est la plus belle victoire de ce bon vieux Marc, qui depuis n'a pas fait grand-chose. Donc ça joue aussi dans ce rebondissement.
Oui, Marc Soler, qui était un spécialiste de Paris-Nice après, qui malheureusement est un peu moins bien en ce moment, même s'il a changé d'équipe avec Marc Soler et Pogacar. On va voir un joli duo de cette saison. Et pour moi, donc Andrew Talowski, Dauphiné 2014. Je sais que tu l'as un peu plus haut aussi, Jérémy. Juste après. Duel fou entre Alberto Contador et Christopher Froome depuis le début de ce Dauphiné. C'est incroyable, on se régale. Mais ils ont oublié un coureur dans tout ça. Le troisième du général avant eux, c'était Andrew Talowski qui part dans l'échappée matinale, une échappée de fou. Il y a Romain Bardet. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde dans cette échappée. Ils sont 23. Donc du coup, tout le monde laisse passer. Derrière, Christopher Froome, il essaye d'attaquer 1000 fois avec Wiggins, je crois encore, qui était là pour l'aider. Ensuite, Contador aussi essaye de revenir. Finalement, il arrive qu'à 1 minute, je crois, rester 1 minute derrière les échappés. Et Talonsky qui va remporter du coup ce critérium du Dauphiné. Talonsky qu'on n'attendait pas du tout, qu'on n'a plus vu derrière. Voilà, il a complètement renversé ce Dauphiné. Et Froome derrière a craqué totalement. Je crois qu'il prend. Froome, il termine dans les abysses. C'est dans les abysses, alors qu'il avait essayé mais 1 milliard de fois, mais vous voyez que rien ne se faisait. Donc voilà ce rebondissement dernière journée. Je me souviens plus qui avait remporté. Je crois que c'est Bardet qui fait 2 de cette étape dantesque, et je me souviens plus qui avait la gagné. victoire d'étape, je l'ai plus. On va aller la vérifier. Non, pas non plus. Parce que Et en tout cas, pour compléter, et je vais donner Vas-y. mes arguments parce que je l'ai juste après, c'est effectivement le braquage de la décennie, je pense, sur le Dauphiné. Même s'il y a souvent des vainqueurs originaux sur le Dauphiné. On avait parlé pendant le quiz de Landalus, de Brajkovic. T'as le vainqueur de l'étape ? Michael Nieve. Michael Nieve. Devant Bardet et Adamiet. Et Michael Nieve qui était d'ailleurs un équipier de Chris Froome. Donc qu'est-ce qu'il faisait là à cet endroit ? Ça, je ne le sais pas. Mais en tout cas, c'est une étape qui avait mis en valeur évidemment la rivalité Froome-Contador. C'est aussi un peu ce qui pend au nez à Van Aert et Van Der Poel. Si on joue trop, ça pourrait arriver aussi sur les classiques dans les prochaines années. On ne le souhaite pas, mais attention de ne pas trop se regarder, se focaliser sur l'autre parce que les tiers peuvent en profiter. Et puis ça a mis surtout en exergue la faiblesse de l'équipe de Contador, qui était complètement dépassé sur cette étape-là. On ne doit pas laisser partir une échappée de 25-30 coureurs. Surtout avec le troisième du général. Voilà, c'est l'équipe de Contador de l'époque qui endosse les responsabilités de cette déroute. Ouais, Tinkoff, Saxo. J'ai dit Wiggins tout à l'heure, c'était Thomas. Oui, ça me semblait bizarre, mais je n'avais pas la certitude. Quand je me suis dit ça, je dis attends, mais tu dis pas n'importe quoi là. Si, j'ai dit n'importe quoi, mais voilà pour cette étape du Dauphiné, donc cette victoire d'Andrew Talonsky dans le Dauphiné 2014. Donc on a compris que le prochain, Jérémy, c'est donc Andrew Talonsky Dauphiné 2014, le 7e. J'ai besoin de ton 7e, Rémi. Eh ben moi, c'est Arnaud Desmar sur Milan-San Remo. Ah, tu l'as mis plus haut. Ouais. Moi, c'est ma wildcard parce que ça me fait rire. Les Italiens me font rire. Voilà, je vous le dis. Les Italiens savent pas perdre. Mais après, Mauvais joueurs, les Italiens. bon, après, je n'étais pas là, donc peut-être ont-ils raison. On n'était pas dans la Cipressa, on ne sait pas ce qui s'est passé. On sait pas. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve formelle. Voilà. Présomption d'innocence. Et pour moi, 7e place, on retrouve encore Alberto Contador, Paris-Nice 2009. Je sais pas si. Moi, ça sera après. Juste après. Voilà, C'est bien, comme ça, t'as rien à dire à Toi, chaque t'es fois. tranquille, tu dessines. C'est Voilà, c'est vrai que c'est exceptionnel. Il y en a toujours un pour me lancer. Tu te fais plaisir. Donc, Rémi, tu m'as donné du coup Arnaud Desmar. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, en plus de la mauvaise foi italienne? Je le mets plus haut parce que c'est un événement, tu l'as dit, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné un monument en France, donc c'est quand même extraordinaire. Les circonstances, évidemment, le sont. En plus de ça, il gagne au sprint. Nasser Boigny, à côté de ça, il a un problème avec son dérailleur ou quoi, je sais plus, il finit en tapant son guidon. Et du coup, vraiment, les étoiles s'alignent pour Desmar. Cette année-là, on a bien l'impression que c'est pour Nasser quand même. Et puis finalement, il est chaud, Nasser. C'est pour un des deux en tout cas. Ouais, donc voilà, il y a ça en plus, tu vois, qui fait que. Et puis bon, voilà, ça reste un monument, donc c'est pour ça que je l'ai mis un peu plus haut. Ça méritait pas d'être plus haut que 7e. Donc moi, je vais pouvoir parler de mon petit Paris-Nice 2009, Alberto Contador, l'Espagnol qui s'apprête tranquillement à remporter la course au soleil, puis avant-dernière étape, pardon. Grosse défaillance, fringale totale, il doit mettre le clignotant avec une victoire donc de Luis León Sanchez sur ce Paris-Nice. C'était plutôt incroyable parce que c'était vraiment au moment où Alberto Contador était intouchable. Imaginez-vous, Tadej Pogacar qui gagne le Tour de France et tout d'un coup, bam, il se fait complètement défoncer sur un jour. Et ben c'est ce qui avait été là. C'est pour ça que c'est un rebondissement de fou, parce qu'en fait on ne savait pas que Alberto Contador n'était pas invincible à l'époque. Ouais, et ce qui est le plus marquant dans ce Paris-Nice, c'est que Contador fait une démonstration sur le sommet de la montagne de Lure. Il met tout le monde à plus de la minute. Oui, c'était fou. Ah oui.
Et l'affaire semble réglée, parce que sur Paris-Nice, quand t'as 1 minute d'avance et que tu t'appelles Contador, a priori, t'es tranquille. Et c'est passé quelque chose qui ne se passe quasiment jamais, c'est que les coureurs qui jouaient la 2, 3, 4, 5, 6e place se sont entendus. On ne s'est pas roulé les uns sur les autres pour préserver ses positions. Ce qu'on regrette très souvent sur les routes du Tour de France. Et là, on a encore une fois profité de la faiblesse de l'équipe de Contador. Alors là, c'était Astana, mais la Astana du Tour, quelques mois plus tard, n'a rien à voir avec la Astana de ce Paris-Nice. Il n'y a pas Leipheimer, il n'y a pas Claudon, il n'y a pas Armstrong. Là, on s'est encore écroulé très tôt. Et Contador, harcelé par Schleck, harcelé par Chavanel, harcelé par Sanchez, a fini par mettre effectivement le clignotant. Antonio Colom, qui deviendra d'ailleurs son coéquipier quelques années après en étant très précieux. Qui était son équipier l'année d'avant sur le Giro. Et ce qui est à noter aussi, c'est cette image incroyable qu'on peut retrouver, je pense, sur les réseaux sociaux de ce mur de faïence où le peloton revient sur Contador et où Contador n'est même pas capable d'accrocher les roues du peloton. Ouais. C'est vous dire, il avait complètement débranché. Mais c'était fringale total. Complètement. Il finit 33e à 3 minutes de la tête alors qu'il était avec les 4-5 meilleurs pendant très longtemps, à 4 km je crois du but, C'est quasiment. Ça. Et le clignot total. Mais c'est un petit peu un Mathieu Van Der Poel à ouais, Roglic, quelque part, vois, ouais. Un petit peu dans ce sens-là. Sauf que Van Der Poel n'avait pas éclaboussé de sa classe la semaine précédente. Là, il y avait vraiment un backup, quoi. Tout le monde était sans voix. Ah oui, mais ça c'est clair. Et pour l'avoir vécu en direct à l'époque, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là Même Armstrong en avait profité pour lui taper dessus à l'époque de la rivalité. Il a du talent ce jeune, mais il a encore beaucoup à apprendre. Ah oui, voilà. Il n'avait peut-être pas les mêmes doses que mon ami Armstrong à l'époque pour pouvoir se permettre de ne pas m'engagerai avoir pas sur ce terrain. Ce genre de fringale. Oui, tu as raison. On a fait le tour des 7e places, on est d'accord, mais du coup on a commencé avec ta 6e place. Ouais. Et Rémi, alors ta 6e place. C'est Ivan Basso sur le Giro 2010. Ivan Basso, ok, je ne l'ai pas noté, Ivan Basso, mais pourquoi pas. Moi non plus, j'aurais plutôt mis Arroyo, mais on va écouter les arguments de Rémi. Et puis pour moi, la 6e place, j'en ai parlé juste avant, et du coup je l'ai monté direct parce que ça sera ma dernière course d'un jour, c'est Mathieu Van Der Poel sur l'Amstel, l'Amstel 2019. 2019, ouais. C'est ça, voilà, je voulais pas me tromper. Du coup, on commence avec Rémi pour nous parler de Ivan Basso, Giro 2010. Alors oui, tu l'as dit, David Arroyo qui craque, mais qui se bat quand même sur cette étape. Il y a 2 minutes 30 d'écart entre les deux, David Arroyo. C'est un peu improbable de le voir en rose comme ça. Et puis en fait, il y a une énorme tactique de la Liquigas qui va attaquer dans tous les sens. Je crois qu'il y avait quelqu'un en échappé, mais en plus de ça, il y a Nibali qui va aider Basso dans la montée. Est-ce qu'il y avait Kreuziger? Je ne sais pas si cette année. Je ne sais pas si Kreuziger est sur la course. Moi, j'ai vraiment souvenir que des deux. Okay, Nibali s'était complètement sacrifié. Voilà, Nibali roule et donne tout pour Basso. Ils sont avec Scarponi à l'avant, ça décroche complètement. Arroyo est rapidement lâché. Il finit par revenir sur un groupe avec Vinokourov et John Gadret notamment. Il se bat, il arrive à s'isoler avec Vinokourov, puis finalement il lâche complètement parce que il avait trop donné et c'était trop compliqué, ça s'entendait pas derrière. Et la Liquigas, tactique parfaite. Et le seul bémol, c'est que c'est Scarponi qui vient rafler l'étape. Mais Giro pour Basso. Alors, raison pour laquelle je ne l'ai pas mis dans mon classement. Vas-y. Je l'aurais mis. Elle aurait pu figurer cette édition du Tour d'Italie Arroyo. Si Arroyo avait gagné. Parce qu'Arroyo reprend le maillot sur l'étape de l'Aquila, qui est remportée par Evgeny Petrov, avec une échappée fleuve qui prend une dizaine de minutes. Il y a Richie Porte aussi, qui en profitera d'ailleurs pour prendre le maillot blanc. Et effectivement, Arroyo se retrouve un peu dans la situation, on en parlera probablement plus tard, de Pereiro sur le Tour 2006, en résistance. Et on se rend compte finalement que c'est un grimpeur et qu'il est capable d'emmerder, entre guillemets, les Italiens. Et il s'en est fallu de peu, effectivement, pour que Basso et Nibali arrivent à faire ce putsch. Il y avait donc Valerio Agnoli, Maciej Bodnar, il y avait Keselowski à ses côtés, Schmitz et Vanotti. Voilà, à l'époque, c'est une belle équipe. C'est une belle équipe cohérente, surtout pour un Giro. On sait souvent que les équipes sont un petit peu diminuées sur ces grands tours italiens. Voilà pour donc la 6e place de Rémi. La mienne, Mathieu Van Der Poel Amstel, parce qu'on a tous regardé à la télé le duo magnifique, Jakob Fuglsang, Julien Lafilippe parti pour la victoire sur l'Amstel. On a les caméramans ne s'occupent que de ce duo, et on ne voit pas les écarts derrière, on ne sait pas où ils sont. Et là, tout d'un coup, ouverture sur la dernière ligne droite, et là, tout le paquet derrière, Mathieu Van Der Poel qui revient de nulle part pour régler tout le monde et battre notamment Julien Alaphilippe, totalement désabusé. Parce que c'est vrai qu'il s'était beaucoup regardé sur la fin, le Danois et le Français. C'était un rebondissement incroyable parce qu'en fait, jusque la flamme rouge,
On savait pas où était le peloton derrière, on comprenait pas que c'était en train de revenir. Je sais pas pour vous si vous avez des souvenirs de ça. À aucun moment aucun on les moment. voit. C'est vrai qu'on les voit au dernier moment, mais ce qui est encore plus fort, c'est C'est que Van Der Poel le fait tout seul. C'est Il ça. fait un Il sprint, lance le sprint il est sur tout 500 seul. mètres. Un kilomètre de sprint. Il roule tout seul derrière, il va les terminer derrière. C'est fou parce que quand tu dis ça, même si je le savais, c'est vrai que c'était il y a que 3 ans, mais le duel c'était Alaphilippe Fuglsang. Eh oui, bien C'est sûr. fou comme ça va vite. Bon après évidemment Fuglsang il a son âge, mais c'était il y a Le pas grand Fuglsang, duel. le grand rival de Julien à ce moment-là. Et maintenant, qui est chez Israël. Première Je tech. l'ai pas. C'est Première Israël Tech. Epad. J'allais dire. Israël Israël Première Tech. J'adore ce nom de. On va les appeler comme ça. Israël Epad avec son ami Christopher Froome. Fuglsang pas ridicule hein, pour sa reprise à Valence. C'est pas vrai, le grand c'est vrai. Fuglsang, C'est mais vrai qu'il a été pas mal. Il fait top 5 10, de non, il l'étape. Ouais, étape Rennes, il fait pas top 5, mais il est pas loin et il doit faire top 7 ou top 8 du général. Eh bien, bravo, Jacob ouais, Fuglsang. correct. Ouais, pas, Correct, loin de, correct. pas loin de Valverde. Ça ne Ouais, nous d'après. empêchera pas en tout cas de faire la 5e place. Et juste après, évidemment, le jingle. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. La 5e place, Jérémy Saakian. 5e place pour Chris Froome sur le Giro 2018. Ah, si bas que ça. Ah ouais. Ok, pas de problème. Rémi. Théo Geoghegan-Hart, je l'ai pas bien dit, je l'ai foiré sur le Giro 2020. Ok, pour le Giro. Alors moi, je l'ai pas, celui-là, déjà, je vais pas te mentir. Pour moi, c'est le Tour de France 2019, avec Egan Bernal. Voilà. Ouais. Ça fait partie des rebondissements. Je vais vous J'y ai expliquer pas pensé, pourquoi. moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Du coup, au lieu de faire ta tête de circonspect, là, parce que tu peux- J'ai pas vu de rebondissement, mais tu vas avoir tes arguments. Bien sûr, je vais te le dire, mais vas-y. Froome, Simon Yates, c'est le duo de Britanniques. On s'est un peu passé le maillot rose sur cette étape du Finestré où, dans un premier temps, on avait la quasi-certitude que Simon Yates allait gagner ce Giro parce qu'il avait déjà remporté 3 étapes, qu'il s'était baladé. C'est clair qu'il qu'à va Il est solide, hein. Il est- Ouais, à l'exception du Zoncolan, il a jamais été battu par Froome. Et puis là, se produit l'irréel. Froome qui part tout seul à 50, 80 km de 50, l'arrivée. 60, ouais, je crois. Ouais, non, mais il a raison, peut-être hyper Arrivé tôt. à Bardonecchia, me semble-t-il, Ouais, ça tout à fait. remontait encore. Ouais. Et Il y il avait parvient à résister avec Dumoulin Finestré. Pinot derrière. Il parle Finestré, Sestrière, Bardonique. Voilà. Donc il y avait encore 2 ascensions derrière, même si le Finestré est évidemment la plus dure. Et puis surtout C'est Simon Yates qui explose complètement en vol. Avant même le passage dans le gravel du Finestré, il explose dans les 3-4 premiers kilomètres qui sont effectivement très difficiles, mais on s'attendait pas du tout à le voir exploser. Il termine à Il prend un éclat, il prend une demi-heure, je crois, quelque chose comme ça. 30-40 Ouais, minutes. ouais. Il finit, je crois, 18e du Même Giro. s'il abandonne pas. Ah si, 18ème, je Voilà. crois qu'il a abandonné. là. Il me semble qu'il finit dans le top 20 quand même, Ok. mais à confirmer. Froome qui en plus commence le Giro difficilement. hein. Oui, Ouais, il a la Il monte, il a la il monte ramasse vraiment en puissance, mais au début, il est à la ramasse par rapport à Yates. Il est lâché à peu près tout le temps. Et d'ailleurs, c'est aussi ça que disaient aussi les suiveurs à l'époque, c'est qu'ils auraient dû tuer le taureau blessé, entre guillemets, parce que Froome, il est lâché tout le temps. Mais Ouais. derrière, on On en n'assure reparlera pas, de ça. on n'assure pas la différence. En gros, on ne porte pas les stockages, on n'attaque pas souvent. Donc, tu perds du temps, mais pas assez. Puis après, on se dit à 3 minutes, c'est bon, c'est fini. Et voilà, Et 2,30 non. sur Dumoulin, quand même, il reprend ce jour-là. Oui, non, mais c'était Ah ouais. complètement fou. Surtout, alors, basculer au sommet du Finestre, ça, pourquoi pas, bien lancé par Alisson, c'était peut-être le plus costaud, c'était peut-être le plus à l'aise sur ces routes non goudronnées, mais après, résister à Dumoulin, à Pinot, il y avait Lopez aussi. Lopez, qui était lancé Carapaz. derrière. Carapaz, ouais. Ouais. Ah, ça, c'est prodigieux. Il y avait du monde derrière. C'est un gros Ouais. casting hein, sur Ouais, ce. sur gros ce mano Giro. à mano aussi parce que c'est l'écart aussi entre 3 minutes et 2,30. Enfin bref, c'était assez incroyable. 21e du général. Sous pas un, Il 18. sort du top 20. sous un déluge, sous un déluge. Enfin bref, il y avait tout. D'ailleurs, un déluge qui a pas trop apprécié Thibaut Pinot parce que derrière, alors qu'il montait sur Malade. le podium après ça, malade. Terminado. Voilà. Allez, Rémi, la 5e place, c'était quoi déjà je me Tao souviens. sur le Giro Ah oui, 2020. tu vois, je l'avais pas. Gegenhardt. Tu l'as toi, Non. Jérémy Voilà, tu l'as pas. C'est justement ce dont je parlais tout à l'heure avec ce chrono final, puisqu'il reprend le maillot le soir de la dernière étape, sans l'avoir porté à Jay Hindley. Mais en fait, c'est avant, cette dernière semaine. C'est vrai que cette dernière semaine du Giro était vraiment la seule semaine intéressante, puisque pendant les 2 premières semaines, il ne s'est pas passé grand-chose. Almeida, il garde le maillot 15 jours, c'est bien pour la photo et c'est bien pour le pays, mais bon, Et on ses n'y a jamais supporters. cru. On n'y a jamais vraiment cru, évidemment. Même si, avec les facultés d'aujourd'hui, peut-être qu'il aurait pu rester plus longtemps. Mais c'est vrai que c'est le moment où on l'apprenait à le connaître.
Ouais, c'est sa première. Et Tao, bah, on est quand même sur une Ineos qui perd Geraint Thomas dès la 3e étape, une chute conne sur une étape de plat dès le début. Et puis un Tao qui est à 3,30, quelque chose comme ça, après 11 étapes, à mi-parcours. Donc il est loin, il est même pas dans le top 10. Et puis cette dernière semaine, il est monstrueux, il gagne 2 étapes. Il est le seul, il finit dans la même seconde que Hindley sur la 3e en reprenant du temps sur Kelderman et sur avec tout le monde. Un Juan et un Juan Dennis monstrueux. Juan Dennis, il fait un travail monstrueux. Sur l'avant-dernière étape, il finit 4e. Ouais, quand Tao gagne. L'étape du Stelvio. C'est l'étape du Stelvio. Il l'emmène toute la montée. Ouais. Il l'emmène tout le long et il finit 4e. Et, incroyable. Ils sont 2. En fait, ils sont 2 et ils vont gagner le Giro à 2. Alors par contre, ils étaient 2 aussi à la Sunweb et à force de se regarder, à force de se dire on va jouer l'étape, on va sacrifier ni l'un ni l'autre. Mais ils sont 2. Ils sont 2 leaders entre guillemets. Et Juan Dennis, il est clairement au service de Tao. C'est ça que je veux dire. C'est ce qui a manqué. C'est ça. Et Hindley et Kelderman ne collaborent jamais vraiment. C'est ça. Le problème. Ouais, Kelderman, qui a failli gagner un grand tour. Mais bon, après. Toujours ça avec les Néerlandais en fait. Il faut attendre la confirmation, surtout parce que Tao, alors après, c'est compliqué. Ça. Mais bon, ce Giro était clairement particulier. On va pas se mentir. Très particulier. Pour moi, Tour de France 2019. Pourquoi ? Parce qu'on ne se souvient pas de ce scénario. Mais si, on s'en souvient, mais de ce scénario incroyable où Egan Bernal a été lâché précédemment. Il est pas très bien en montagne. Et avec Geraint Thomas, ils sont un tout petit peu en retrait face à un duo français incroyable. Julien Alaphilippe, Thibaut Pinot. Alaphilippe a plus d'une 30 d'avance. On sent qu'il peut tenir presque jusqu'au bout. Et pourquoi pas Thibaut Pinot. Et arrive cette étape du côté de Val de Tignes, qui arrive à Tignes, où là tout part à volo. Egan Bernal part tout seul dans Liseran, pardon, j'ai le noté en plus, le col de Liseran. Thibaut Pinot a bandé juste avant, donc du coup ça fait mal au cœur. Le Colombien il attaque, il prend de l'avance et tout. Derrière on se regarde un petit peu. Julien Philippe il est à bout de souffle. On ne sait pas comment ça va se passer. Derrière il fait la descente et bam, on l'arrête parce qu'il y a du tonnerre et de la pluie et qu'il y a un éboulement. Du coup on arrête le Tour de France là. Et c'est clairement pour moi un retournement de situation parce que Egan Bernal, il était à ce moment-là, il était quand même assez éloigné de Alaphilippe et il gagne sur ce coup incroyable dans le col de Liseran. Je te vois un petit peu circonspect, encore une fois. Je suis pas spécialement d'accord dans la mesure où Julien Alaphilippe était là, non pas par hasard, évidemment, il n'avait pas volé son maillot jaune, mais on se doutait quand même qu'au bout d'un moment, le moteur allait exploser. Et à partir du moment où Pinot abandonne, Egan Bernal devient presque le favori logique. C'était peut-être pas le cas au début du tour parce qu'il y avait Geraint Thomas et cette lutte intestine qui n'a jamais été vraiment une lutte d'ailleurs, mais on ne savait pas qui était le vrai leader. Mais pour moi, par exemple, typiquement, si Alaphilippe avait réussi à gagner ce Tour de France, là je l'aurais mis dans les retournements de situation. Parce qu'il l'avait depuis le départ. Il avait depuis le départ, mais au départ du tour, Alaphilippe, il est coté à combien ? Il est coté à 1000. Au général, jamais de la vie, on s'imagine qu'Alaphilippe peut gagner le tour. Donc là, ça aurait été exceptionnel. Et puis là où je suis moins d'accord aussi, c'est que je pense que le fait que les étapes soient amputées a été profitable à Alaphilippe. C'est valable pour l'arrivée à Tignes, c'est valable aussi pour le lendemain à Val Thorens en enlevant le cormet de Roseland. Il résiste de justesse à Mikel Landa. Honnêtement, je pense que sa place sur ce tour était plutôt 6 ou 7. Oui, on est d'accord. Mais pour moi, c'est un rebondissement par rapport à cette étape où on a vécu toutes les émotions. Pour les Français, c'est un rebondissement qui a fait mal au cœur. Voilà. Oui, tout à fait, parce que... Barguil allait chercher Bernal, si ça s'arrêtait pas. Oui, c'est vrai qu'il a répété plusieurs fois qu'il avait attaqué et que du coup, il était un petit peu deg que ça se prenne bien sûr en haut. Et à Alaphilippe aussi, qui a largement râlé parce que lui aussi pensait qu'il allait pouvoir combler une 30 en descente. Donc voilà, un petit peu pour ce rebondissement. Pour moi, après, j'étais sur place, donc je l'ai vécu comme un sacré rebondissement aussi. Ouais, non mais je peux le comprendre. Ce Tour 2019 nous a tous un petit peu traumatisés maintenant dans sa physionomie. Pour Alaphilippe, j'aime pas parler de braquage, mais c'était un petit peu un braquage quand même. Et pour Pinot, malheureusement, ce sont les fêtes de course. On a fait tous les 5e, là, je me souviens. Tout à fait. Très bien, on peut avancer. 4e place, Jérémy. Pogacar sur le Tour 2020. Ah oui, d'accord, très bien. La même. Pogacar. 4e aussi. Ouais. On n'a vraiment pas le même classement, j'ai dû oublier des trucs. Très bien, 4e, moi c'est le Giro 2016 du coup avec Nibali, etc. On a parlé, Kruijswijk dans la neige et Chavez et ensuite Nibali. Donc allez-y les gars pour ce Pogacar Tour de France 2020, étant donné que moi je l'ai beaucoup plus haut. Tu l'as beaucoup plus haut. Écoute, oui. tu pourras pas me contredire en disant que c'était une surprise gigantesque de voir la Jumbo perdre davantage que Pogacar gagner. C'est plus la défaite de Roglic, parce que la Jumbo avait massacré le tour.
Et comme tu le disais tout à l'heure, on a peut-être perdu l'occasion d'asséner le coup fatal sur la tête de Pogačar qui prend 2 minutes dans les bordures. Et sur l'ascension de Perrosourde, on a l'impression que Roglic on le laisse second il le laisse traîner, partir. voilà, tiens, prends un petit peu de temps, t'es slovène, t'es pas dangereux, reprends 40 secondes. Alors que Roglic, potentiellement, ces 40 secondes pouvaient, à mon avis, les combler assez facilement, en tout cas, ne pas les concéder. Et à la fin, ça se paye. On a peut-être fait preuve de négligence. Avec ce casque qui part aussi Ouais. dans le chrono de la planche des belles. Van Aert, Aert, il y a et plus du rien Moulin, qu'à le l'œil. visage fermé là, de Van Aert et du Moulin quand il arrive aussi. Elle est folle, cette image. Alors moi, pour la petite anecdote, je l'ai peut-être déjà raconté, peut-être pas dans ce podcast, mais à vous, c'est que moi, je suis du coup en haut de la planche des belles filles pour RMC à l'époque, et donc du coup, je suis en train d'interviewer Guillaume Martin. On ne voit pas la course parce que derrière nous, il y a les écrans et nous, on ne voyait pas du tout. Donc, du coup, on interviewait les coureurs qui arrivaient au fur et à mesure. Et là, tout d'un coup, Guillaume Martin, qui est en train de nous parler, qui voit la télé derrière nous, qui fait « Les gars, je suis désolé, mais il est en train de se passer un truc. » Donc, on arrive, on se retourne et on voit les secondes qui est en train de se réduire d'avance pour Primoz Roglic. Et du coup, Guillaume, il fait « Bon, les gars, je pense que vous avez autre chose à faire. » Et parce que nous, on avait tout bouclé. Alors, les reportages, Roglic vainqueur, yes, le défi et tout. Et là, boum, explosion, Pogačar qui remporte, donc c'est pour ça aussi que pour Complètement moi, fou. c'est plus haut. Et puis on parlait de secondes, Roglic laisse partir Pogačar à Perrosourde après les bordures. La veille, on pense qu'il a totalement terminé le travail dans la Lose, puisqu'il lâche un peu Pogačar, il lui reprend pas énormément, peut-être une dizaine de secondes, mais il le lâche. Oui, et plus. on se dit que c'est bon, définitivement il a terminé, même si c'est Lopez qui va gagner l'étape. On se dit, bon bah voilà, il a montré à Pogačar que c'était le patron et il va assurer le travail dans la planche des belles filles. Et puis non, voilà. Donc oui, la 4e place pour ce Tour de France 2020 et Pogačar, et surtout à l'époque je me souviens des critiques qui pleuvaient sur Pogačar, il avait rien fait avant, etc. et tout, il vient de nulle part. Bon, maintenant je pense qu'on ne dit plus la même chose, surtout après son dernier Tour de France. Un petit jingle et on part pour le top 3. La 3e place, Jérémy. C'était quoi ton 4, toi, du coup ? C'était Nibali et le Giro 2016. Ah oui, pardon. La 3e place. Ma 3e place, c'est Roberto Heras sur la Vuelta 2003. Eh ben je l'ai pas du tout. Alors, Pas du tout super. non plus. Rémi. Contador sur la Vuelta 2012. Eh ben 3e place aussi pour moi. Vas-y, Roberto Heras 2003, explique-nous un petit peu le... Situation à peu Pourquoi près similaire à celle du Tour 2020. Vous avez cette année-là un Isidro Nozal Oui, bien sûr, qui Isidro marche Nozal. sur l'eau, qui gagne 2 étapes en ligne, un chrono à Saragosse de plus de 40 bornes. Avant-dernière étape, chrono en côte, et là, Isidro Nozal, qui a 1 minute 55 d'avance sur Roberto Heras, va complètement exploser en vol. Il va terminer au général à 28 secondes de Roberto Heras, donc il va terminer quasiment à 2,30 de cette étape. On l'avait pas vu venir. Derrière, il est tellement désuni, il est tellement circonspect, Isidro Nozal, qu'il attaque sur la dernière étape. Mais oui, tout à fait. Qui est un peu les Champs-Élysées, Ouais, quelque part. sur C'est la arrivé à dernière étape de Madrid. plat, ouais. Il attaque et là, il y a toute son équipe, la Liberty Seguros, qui le regarde. Personne ne l'accompagne, personne ne tente parce que c'est tellement gros, c'est tellement grotesque que tout le monde est sidéré. Bon, l'US Postal met 3-4 coureurs à rouler et tout finit par rentrer dans l'ordre. Et Heras remporte la Vuelta. Ça avait été un énorme coup de massue sur la tête de Nozal, qui fait certes 7ème de la Vuelta 2004, mais qui ensuite, vous le savez, va s'éteindre. Ouais, Isidro Nozal, je me souviens de cette image de lui tout seul devant le peloton, dans cette étape de plat, tranquille. Non, mais vraiment, moi, je l'ai pas aussi dans mes top 10 parce que j'ai pas forcément pensé à ça, mais c'est vrai que Isidro Nozal, il nous a régalé à l'époque, mais après, c'était un peu plus compliqué pour lui. Fuentd, bon, Jérémy, Fuentd, c'est le deuxième bien pour toi. Non, c'est un peu plus. C'est le deuxième. C'est le deuxième. Moi, ok, on va pouvoir parler ensemble. Fuentd attaque à 50 km de l'arrivée, je sais plus de quelle étape de Alberto Contador pour retourner une Vuelta qui pour l'instant est dans les mains de Joaquim Rodriguez. Mais bon, il faut toujours compter sur Alberto Contador. C'est un petit peu comme ça que commence ce scénario. C'est ça. Oui, c'est ça. Vas-y. Ouais, on se dit que cette fois, Purito, il va aller au bout parce que on rappelle que quelques mois avant, il perd le Giro sur le chrono final face à Echeidal, qui pareil, pour moi, était dans le classement au début quand je n'avais compté que les grands tours. Même si, il le perd un peu tout seul, ce Giro. Mais cette fois, il n'y a pas de chrono particulièrement compliqué, donc normalement, c'est censé être bon pour Purito. Il résiste à Contador, il résiste à Valverde. Puis Alberto va faire du Alberto, cette attaque à 50 km de l'arrivée. Il est relayé parce que je crois qu'il y a du monde devant. Il y a Poligno. Ouais, voilà. Et
Et il y a aussi Tiralongo. Tiralongo, qui dans la dernière montée. Qui n'est pas coéquipier de Contador. Hein. Ah oui, c'est ça. Ancien coéquipier de Contador. Et qui lui fait une aide. Oh là 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 là. Ils sont très amis. Et surtout, l'année d'avant, sur le Giro 2011, alors qu'il a depuis été retiré du palmarès de Contador, mais Tiralongo se voit offrir une étape par Alberto Contador, alors que Contador aurait très bien pu la gagner. Mais en cyclisme, on n'a jamais la mémoire courte. Tout finit soit par se payer, soit par être récompensé. Et là, Tiralongo se sacrifie complètement dans cette échappée. Et derrière, il y a le seul Losada pour Rodriguez qui ne servira pas à grand-chose. Et finalement, Valverde va revenir à 6 secondes. Ouais, c'est ça. Valverde revient pas loin. Finale, quasiment dans les chaussettes. Dans les chaussettes, dans la roue de Contador. Mais pour Rodriguez, ce sera la déconfiture. Je pense que là aussi, il a débranché dans le cerveau. Ouais, pareil. Oui, on le voyait très énervé et tout. Désemparé, il ne peut rien faire. Il n'y a que Valverde qui a une équipe à peu près correcte qui arrive à revenir aussi. Mais une fois que Valverde était parti, Rodriguez c'est terminé. Il prend 2,30 je crois. Ouais. Donc quelque chose comme ça dans cette étape. Et donc Alberto Contador va remporter cette Vuelta 2012. Un petit Contador qui revenait de suspension, du coup, qui n'avait participé qu'à l'Oneco Tour. D'ailleurs, il avait attaqué sur les pentes du mur de Grammont. Enfin, on se doutait qu'il allait revenir à un bon niveau, mais c'était pas le Contador des grandes années. Contador, quand il n'a pas la solution avec les jambes, c'est avec la tête. Ouais, il est parti de très loin pour Alberto Contador qui a profité donc de ses amis pour s'imposer ce jour-là à Fuentede. Exactement. Voilà pour cette 3e place. Du coup, on peut enchaîner avec la 2e. Donc toi, tu en as parlé déjà, Alberto Contador Vuelta 2012. Rémi, c'est quoi toi ? C'est Chris Froome sur le Giro 2018. Et moi aussi, Chris Froome aussi en 2018. Donc on va pas répéter pas aller très loin. Tout à fait ce magnifique envolée, magnifique envolée de Christopher Froome, Finestre, Sestriere, Bardonecche, et puis la victoire de Chris Froome sur le Giro 2018. Moi, je le mets juste devant. Je te coupe. Je le mets devant Contador parce que c'était pas on n'avait jamais vu ça chez Froome en fait. Attaquer comme ça de loin, on l'avait jamais vu faire. Donc c'est juste pour ça. Voilà. Moi aussi. Oui, puis il y a une dimension intéressante aussi par rapport à ça. Voilà. C'est qu'à aucun moment, Contador n'est lâché dans cette Vuelta. Il est dominé par Rodriguez, mais la différence se fait pour quelques petites secondes à chaque fois, des bonifs, etc. Alors que là, Froome, c'est vrai qu'il revient d'un petit peu plus loin. Donc c'est pour la 2e place. Ce petit jingle et c'est terminé après pour le top 10. Yeah. La première place, Jérémy. Je pense qu'on a tous la même, Oscar Pereiro. Non, pas du tout. On n'a pas la même. Moi, je l'ai même pas mis dans mon top 10. Ah bon ? Non, pour moi, c'est Pogačar Tour de France 2020. D'accord. Ok. Ouais, je sais que vous entendez, c'est Oscar Pereiro 2006. Oscar Pereiro 2006. Parce que pour moi, c'est pas un rebondissement. Mais bon. D'accord, explique-nous pourquoi. Avant qu'on donne des arguments. C'est pas un rebondissement parce que Pereiro, il prend le maillot jaune, un peu, je sais quoi, dans les Alpes ou un truc comme ça, juste après deuxième semaine. À Montélimar, après les Pyrénées. Du coup, deuxième semaine ou je sais pas. À moitié du tour. Oui, voilà, à moitié du tour. Et après, il garde le maillot jaune jusqu'au bout. Pardon. J'ai oublié Flandlandis, mais voilà. Jusqu'à Morzine. Il y a eu ça en plus encore. En fait, c'est ça, parce que c'est pas un rebondissement. C'est tout un. Ça aurait été plus un rebondissement, figure-toi, si jamais Floyd Landis avait fait le numéro qu'il a fait, prenait le jaune à la veille de l'arrivée, et du coup, à ce cas-là, allait remporter le Tour de France. Bon, d'ailleurs, il était pris par la patrouille un petit peu, mais voilà, c'est ça qui aurait été le plus gros rebondissement pour moi. Donc, j'ai pas compté ça comme un rebondissement, étant donné qu'il avait le jaune depuis longtemps, même s'il l'a perdu plus tard, mais en vrai, virtuellement, il avait le jaune. Voilà mon argument. Donc dites-moi pourquoi c'est un rebondissement pour vous. Moi, c'est assez simple. Un coureur qui a perdu 26 minutes sur le premier massif, sur les meilleurs, et qui finit par gagner le Tour, j'en ai pas sous la main. J'en ai pas d'autres, en tout cas pas au XXIe siècle. Alors ça a dû arriver dans l'ancien temps, peut-être l'avant-guerre. Mais Rémi a raison, il y a tout un contexte autour de ça, autour de cette équipe Caisse d'Épargne, avec Valverde qui est le leader initialement, qui chute à Valkenburg. Derrière, il y a l'équipe de Landis, la Phonak, qui n'a pas vraiment envie de défendre ce maillot. Alors qui va le prendre ? Un ancien de la maison. Pereiro était de la Phonak l'année précédente. Il a 26 minutes, on peut lui laisser 30 ans, il a laissé 26 dans les Pyrénées, il laissera bien autant dans les Alpes. Eh ben non, et c'est aussi ça qui fait la magie de ce Tour de France 2006. Il y a après la démonstration de Landis à Morzine qui sera relégué aux oubliettes à cause de son contrôle positif, mais le contexte de ce Tour 2006 fait que tout est fou, et ça avait même commencé avant le Tour avec l'exclusion des favoris, de Basso, de Ulrich, de Vinokourov, de Mancebo à cause de l'affaire Puerto. Donc ce Tour 2006, pour certains, c'est le Tour de l'horreur, pour d'autres, c'est le Tour des rebondissements.
Ok, Rémi, quelque chose à ajouter par rapport à Jérémy? Non, juste rajouter que Landis, il fait son numéro à Morzine après avoir fait une énorme craquante la veille. Donc c'est ça qui rend encore le truc encore plus fou, c'est que le mec prend, je sais plus, il prend 6-7 minutes, je crois. Je crois qu'il prend 8. Il prend 8, et puis le lendemain il en met 10 à tout le monde, ça n'a aucun sens. Il Mais y a là, vraiment c'était- rien n'a de sens. Je me souviens en regardant, je me dis Et- franchement Floyd, tu mets pas du tien pour que ça soit un petit peu caché ce que tu fais, parce que là, C'est le whisky. tout le monde- Vous êtes tout le monde méfiant, se c'est le l'est whisky. Tout le monde se l'est dit, c'était incroyable, mais tout le monde se l'est dit, et en plus on a rapidement eu la confirmation. c'était C'est clairement fou. abusé. Ce que tu disais au début, par contre, est assez intéressant. C'est vrai que pendant un moment, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux mettre au-dessus parce que Pereiro prend le maillot entre deux Ah, massifs pour moi, c'est sur pour une ça, en fait. grosse bordure. Pour Maintenant, qu'il y ait pas de C'était rebondissement. pas une bordure, hein. D'une grosse, C'était grosse juste échappée, pardon, une grosse voilà, échappée, excuse-moi. l'assentiment de la Phonak. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Mais après, en fait, c'est tellement fou. Et puis tout le reste. Puis c'est Jens Voigt qui gagne l'étape quand il prend le maillot. Et ça compte. Non, enfin, voilà. S'il y avait eu quelque chose d'un peu moins fort, il aurait peut-être pu passer devant parce que Pereiro le prend en mi-chemin. Mais bon, en fait, c'est premier et puis c'est tout. Même pas dans mon top 10 pour moi. Justement, tiens, pour finir, quelles sont les courses ou les moments qui sont restés en dehors de votre top 10? Moi, je peux vous en donner un. J'avais Paris-Nice 2021 avec Primož Roglic qui gagne 3 étapes. Et puis finalement, la dernière journée, il tombe et victoire de Maximilian Schachmann. J'avais pas mal de mecs qui chutent aussi. Je parlais aussi de Adam Yates qui chute dans la Classica Ouais. San-Sébastien 2014 remportée sûr, ça par va. Valverde de mémoire. J'avais noté ça. Je crois que c'est ça. Alors non, moi celle à laquelle je pense, c'est pas ça. C'est pas celle-là une autre. C'est C'est Van Van Avermaet Avermaet qui chute à tombe cause de dans la moto. Voilà, et c'est Adam Yates qui gagne. Mais c'est peut-être pas la même. Ah On a si, peut-être pas peut-être la celle-là alors que j'ai noté. Mais j'ai noté les 3 trucs. J'avais noté aussi la chute d'Alaphilippe au JO 2016. Mais bon, C'est vrai. après, je notais des Nibali trucs aussi. comme ça. Et puis, comme étape de Tour, Riblon à l'Alpe d'Huez et qui va dépasser TJ Van Garderen. Et puis Armstrong Claudon dans la dernière ligne droite parce que j'ai détesté voir Armstrong gagner Au au Grand Grand Bornand. Bornand. C'était en 2004, tout à fait. Du coup, Rémi, t'avais Moi, noté quoi d'autre? j'avais Fabio Aru, donc je vous l'avais dit tout à l'heure, Ok. sur la Vuelta. Et j'avais Garzelli sur le Giro 2000. Giro 2000 avec Casagrande. Avec J'ai Casagrande. aucun souvenir de ce Giro. Ils se battent, hein. Il y a 33 secondes d'écart à l'avant-dernière étape qui est un chrono en côte. Et Casagrande prend quelque chose comme 2 minutes sur Garzelli. Donc voilà, petit retournement, c'est pas dedans parce que c'est encore une fois un chrono. Et puis Garzelli, c'est pas le perdreau de l'année, mais c'était un chrono en côte quand même. D'accord. Jérémy, toi? Moi, je te l'avais dit, j'avais Dumoulin sur la Vuelta 2015 qui était 11e. 12e, j'ai hésité à le mettre un peu plus haut, mais comme il n'a pas gagné finalement, c'est Thomas de Gent sur le Giro 2012. On en a parlé, Ah oui, mais sa bien victoire sûr. en Grand Stelvio. Thomas. Thomas Qui, de Gent pour- a fait 3 podium, ouais. du Giro. Bien sûr. Ça, c'est quand même incroyable sur une étape qui C'est était vrai. a priori pas pour ses qualités. Et le petit bonus, le 13e, alors c'est pas un bouleversement au sens pur du terme parce que la course n'a pas été chamboulée, mais ça a été un bouleversement pour les spectateurs. C'est le mondial de Bergen. On laisse Alaphilippe tout seul devant avec Moscon et on revient. Et Alaphilippe est dans le peloton, repris par le gros À du cause de paquet. Moscon. Alors à cause de Moscon, oui et non. Il y a même un Danois qui déboule devant. Je sais Oui, plus c'est qui un Danois qui si déboule c'est devant, Bréchel ou bon, bref, peu importe. En tout cas, nous on est restés stupéfaits et Plusieurs ça gagne, aller minutes chercher- devant avec cette caméra de la ligne d'arrivée et rien, aucune Ouais, info. c'est ça, cette et- image qui est rentrée dans la légende au final. Ça fait mal. Je donne mes derniers petits trucs et après on va s'arrêter. Angel Casero, Vuelta 2021 et qui perd le maillot or lors du dernier jour en chrono. Et l'année d'après, dernier contre-la-montre, c'est Heras qui le perd face à Heitor Gonzalez. Je voulais mettre les deux dans le top 10. J'avais Fuglsang qui renverse Richie Porte lors du Dauphiné 2017. J'avais aussi un petit Tirreno 2010, 2 secondes arrachées lors de la dernière étape par Garzelli pour passer devant Scarponi. Et quel est mon petit truc? Eman aussi. Alors de Paris-Roubaix 2016, je trouvais ça un petit rebondissement aussi. J'avais noté, mais c'est dur en fait, ça c'est dur. On n'avait peut-être pas la même définition de rebondissement. C'était je sais en tout pas, cas en c'était tout une cas. surprise. Après rebondissement. Ouais, voilà. Oui, il gagne à la quelque pédale. part. Il gagne à la pédale après. Ouais, quelque part, voir le mec de l'échappée matinale résister au meilleur Là, c'est après sprinter au du sprint groupe. derrière, tu vois, il y a l'impression Ouais, que. quelque part, c'est aussi un rebondissement. Bon, voilà ce que j'avais noté. Bon, on a fini pour ce top 10. On va tranquillement partir vers autre chose pour nous. Dans la Et cafétéria, on on va aller manger. cafétéria. Oui, On va bah. On va fluncher. On va fluncher. Oh là, quel ringard. Ringard, mais c'est pas Quel possible. ringard. Dites-nous, bien sûr, il y en a quelques-uns en commentaire qui nous ont donné des idées pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire dans les prochains
prochain top 10. Ça arrivera. On fera d'autres top 10 peut-être un peu plus drôles. On n'a pas validé les plus dopés de l'histoire, mais bon. Non, c'est pas qu'on n'a pas validé, c'est que bon, on aime bien mettre des petits tirs de Juste temps en temps parce à ceux qui ont mérité de là en faire un podcast et à y consacrer 1 heure. Voilà. Juste parce qu'on veut pas faire gagner Ricardo Rico. Merci à tous. C'est vrai qu'il serait bien classé. Les copains. Et puis à très vite pour tous nos auditeurs.